Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de PyQt, le framework qui permet de créer des fenêtres à l'aide de Python. Tout d'abord, revoyons le principe de classe. Les classes sont partout en Python. Nous en avons déjà rencontré en effet la classe int, str, float, dataframe, qui sont des classes qui permettent respectivement de créer un entier, une chaîne de caractères, un nombre décimal ou un tableau, un dataframe. Alors une classe, c'est soit une abstraction procédurale, c'est-à-dire un ensemble de procédures qui sont regroupées dans une seule et même classe, soit une abstraction de données, c'est-à-dire une représentation d'un objet qui regroupe des propriétés communes à un objet. Par exemple, une classe personne qui regrouperait le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc., propre à une personne. L'abstraction va nous permettre de générer plus d'un objet de type personne, et pour chacun des objets générés, donc que l'on va instancier, on va avoir pour chacun un nom, pour chacun un prénom, pour chacun un numéro de téléphone. Donc une classe, ça permet de créer de nouveautés, comme un moule à gaufres qui permettrait de créer une multitude de gaufres. Donc j'ai un seul moule à gaufres et je vais créer une gaufre. Elles ne seront jamais tout à fait identiques, même si elles se ressemblent. Il y en aura une qui sera plus ou moins lourde que l'autre. Donc elles auront chacune des propriétés qui leur seront propres. Et un moule à gaufres, on pourrait très bien réaliser des gaufres de Bruxelles ou des gaufres de Liège dans le même moule. Pourquoi est-ce qu'on aura envie de faire une classe? Pour réutiliser du code. Un objet créé à partir de la classe est une instance, donc on va créer des instances, on va pouvoir réutiliser le code. Si nous avons une méthode dans la classe qui permet de calculer l'âge sur base de la date de naissance, on va pouvoir réutiliser cette méthode pour chacun des objets, chacune des instances de la classe personne que nous aurions déclarée. À chaque fois, la méthode âge de la classe personne va nous permettre, sur base de la représentation interne de la classe, c'est-à-dire la date de naissance de l'individu qui est représenté par l'instance, va nous donner l'âge de l'individu. Une classe, elle est définie par des attributs ou des propriétés, donc les valeurs qui définissent l'objet, son état interne, le nom de la personne, la valeur du prénom, Karl, son numéro de téléphone, une liste d'ingrédients, par exemple, si on reprend nos gaufres. Elle comporte également des méthodes. Les fonctions de la classe sont comportements. Ici, dans notre exemple de gaufre, on va pouvoir avoir une méthode qui va chauffer. Bonne pratique, une classe par fichier, un fichier par classe. Les classes peuvent avoir un héritage. Ici, sur le schéma de droite, nous avons la classe gaufre, qui est la classe parent, la classe de base. Elle définit les attributs et méthodes communes à la gaufre de Liège et à la gaufre de Bruxelles. Chaque gaufre a une liste d'ingrédients et a une recette qui lui est propre. Nous avons donc la gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles qui héritent de gaufres. Hériter veut dire que l'on va pouvoir utiliser les propriétés, on hérite des propriétés et méthodes de la classe de base. Ici, la classe de base a une liste d'ingrédients vides et une recette vide. On va pouvoir les surcharger dans la classe gaufre de Liège, gaufre de Bruxelles. On va pouvoir les initialiser avec les ingrédients qui sont propres à la gaufre de Liège ou à la gaufre de Bruxelles. Et puis on va pouvoir créer la recette qui est propre à la gaufre de Liège ou à la gaufre de Bruxelles. Prenons un exemple. Ici, nous avons une classe livre. Pour définir une classe, nous allons utiliser le mot-clé classe. Nous allons lui donner un nom. Ici, nous allons modéliser un livre. Un livre, que peut-il avoir? Un titre, un nombre de pages, un prix, un auteur, etc. La première méthode que nous avons étudiée, c'est le constructeur, c'est-à-dire la méthode def __init __, qui prend en paramètre systématiquement le mot-clé self, une virgule, et des paramètres permettant d'initialiser les valeurs de la classe. Dans ce constructeur, nous allons assigner aux propriétés, aux attributs de l'instance des valeurs qui lui sont données par le constructeur. Nous allons initialiser la propriété titre avec le titre, un nombre de pages et un prix.
Ici, j'ai repris les mêmes noms de variables. On les différencie parce que celle-ci, donc le self.titre, est une variable d'instance. Et ici, titre, on sait que c'est la valeur qui est passée en paramètre. Nous avons une deuxième méthode que nous allons appeler une méthode d'instance qui est définie avec le mot-clé def. Comme on définit une fonction, petit rappel, à chaque fois que l'on a 2 points, on va indenter d'un niveau. Nous avons 2 points au fond ici, on indente d'un niveau pour bien reprendre ce qui est compris, donc ce qui est repris dans la méthode d'instance. Ici, la méthode setPri, elle va prendre en paramètre le mot-clé self et puis un prix. Self, pourquoi? Pour identifier que c'est l'instance qui est en train d'être modifiée. Le mot-clé self, il représente l'instance courante d'un objet. Donc, le mot-clé self, c'est une convention. On met self, on pourrait y mettre n'importe quoi d'autre. Je pourrais y mettre du dull, ou comme je l'ai mis ici, j'ai remplacé par 10. Ça fonctionne. Si je lance le script, il va fonctionner. Il y a juste une chose, c'est que votre IDE vous dira très probablement qu'il détecte une erreur parce qu'il n'a pas le mot-clé self. C'est une convention, l'IDE essaye de le retrouver. Nous respecterons la convention de nommage, c'est-à-dire le mot-clé self. Regardez ici, nous avons un appel. Nous allons donc créer une instance de livre que nous avions déclarée ici. Donc on va passer par ce constructeur-ci. On va lui passer des paramètres. Les paramètres qui vont permettre d'initialiser les variables de la classe, de l'instance. Ensuite, nous allons faire appel à la méthode setPri qui va modifier le prix du livre. On va passer self, sa propre instance, donc c'est le livre Harry Potter qui passe lui-même son instance. Et parlons rapidement de la méthode str. La méthode string qui permet de donner une représentation texte de notre objet. C'est à nous qu'il advient de surcharger le underscore str pour que, plutôt que d'imprimer le type d'objet et son adresse, si je le passe à la méthode print, il nous affiche quelque chose qui est lisible, qui est interprétable par l'être humain, c'est-à-dire Harry Potter, 300 pages et 10,99 €. Pour pouvoir faire ça, on a surchargé la méthode string et puis nous avons retourné une chaîne de caractères qui est formatée de la sorte. D'abord le titre, un espace, 2 points, un espace, le nombre de pages, espace, 2 points, un espace, et le prix, c'est bien la représentation qui nous est affichée ici. Nous parlions d'héritage tout à l'heure, voyons comment cela se met en œuvre. Nous avions l'exemple de gaufres avec des ingrédients et une recette, avec une méthode chauffe pour la gaufre de Liège parce qu'on aime bien que la gaufre soit chaude quand on la mange, et une méthode garnir avec des attributs de garniture pour la gaufre de Bruxelles parce qu'on aime bien qu'elle soit couverte de chantilly et de fraises. La première classe définie est la classe publication. Elle comporte un constructeur qui prend 3 paramètres plus le paramètre self, on ne l'oublie pas, et nous allons créer 3 propriétés, nom, nombre de pages et prix, qui vont être assignées au moment de l'appel du constructeur. Nous avons une seconde classe journal. La classe journal hérite de publication. Et puis, bien entendu, il faudra, lors de l'héritage, spécifier de quelle classe notre nouvelle classe hérite. Nous avons une classe livre qui hérite de publication, qui a son propre constructeur, qui prend en paramètre un nom, un nombre de pages, un prix, et en plus de ça, une couverture, donc un type de couverture, cuir, papier, carton, etc. Nous allons faire appel au constructeur de la classe de base. Le mot-clé super nous permet d'appeler la méthode de la classe de base. Point underscore init pour spécifier que ce que l'on essaye d'appeler, c'est le constructeur de la classe de base. On lui passe des arguments. Constructeur de la classe de base attend des paramètres. Nous allons donc lui passer 3 arguments. Et puis nous allons initialiser notre propriété couverture avec l'argument qui est passé à couverture, la valeur de l'argument qui est passé à couverture. On peut voir qu'on utilise de nouveau le mot-clé super
dans la surcharge de str. La surcharge de str de notre classe phi livre qui hérite de publication. Et cette méthode va faire quoi? Elle va appeler la méthode string de la classe de base avec le mot-clé super et elle va rajouter une partie. Voyons ici, nous avons 4 classes. Une première classe publication dont nous avons déjà parlé, une classe journal qui hérite de publication et qui fait appel au constructeur de la classe de base, de la classe publication, avec un nom, un prix, et puisque le journal a toujours 30 pages, on décide de lui mettre 30 pages par défaut dans le constructeur. Donc c'est un paramètre que nous n'allons pas pouvoir passer à la classe journal. Le nombre de pages d'un journal est toujours fixe, c'est 30. La classe livre, qui hérite également de publication, on l'a déjà vu, et qui prend une couverture. Et puis, on a rajouté une classe supplémentaire qui est magazine, qui hérite de nouveau de publication, et qui prend, elle, en paramètre goodies. Vous avez peut-être déjà vu dans les magazines, sous blister, donc dans un plastique, il y a de temps en temps des petits gadgets, des petits goodies, des autocollants, par exemple, pour un MacPie, il y aura un NanoPie qui est livré gratuitement avec. Voilà comment on instancie un livre et un magazine. Les deux prennent un certain nombre d'arguments lors de leur création. Pour le livre, il y a un type de couverture qui est une couverture cuir. Pour le magazine, nous avons un type de goodies qui est un NanoPie. Et si on affiche le livre ou le magazine, nous avons Harry Potter avec 300 pages, 10,99 € et une couverture cuir. Et puis nous avons le MacPie avec 50 pages, 12 € et un NanoPie comme goodies. Reprenons rapidement les grandes lignes de PySite6 ou PyQt, qui sont deux librairies qui permettent de créer des fenêtres avec Python. Dans le cadre de cette présentation, nous utiliserons PySite6. Attention, pour l'installer, pip install PySite6 dans une console. Pour pouvoir trouver le designer, c'est-à-dire l'interface graphique qui va nous permettre de créer nos fenêtres, vous trouverez le Qt Designer, appdata, local, programme Python, Python 3.9, votre version, si c'est la 3.11, 3.12, vous aurez 3.9, 3.12, lib, site package, PySite6 et designer.exe. Pour créer une fenêtre avec PySite6, je vais d'abord vous montrer comment le faire à la main. Il est possible de le faire avec le designer, mais je voudrais que vous voyez qu'il est tout à fait faisable de le faire à la main. Et d'ailleurs, le designer ne fera rien d'autre que ce que je vais vous montrer. Nous importons PySite6 et les QWidgets. Nous allons déclarer une application QWidget application que nous allons exécuter dès que nous aurons créé nos fenêtres. Nous créons à l'aide du constructeur QWidget une première fenêtre. Nous allons utiliser la méthode setWindowTitle du QWidget pour lui donner un nom, ma première application. Vous allez voir ici. On lui donne une taille, on la déplace d'une coordonnée de 100 par 100. Et puis, on va lui demander d'afficher la fenêtre. La première fenêtre s'affiche. Nous allons créer une seconde fenêtre qui est basée également sur QWidget. On lui donne un nom, une taille, on la déplace et on l'affiche. Et nous avons notre deuxième fenêtre qui apparaît, ma deuxième fenêtre. Nous allons maintenant encapsuler ce que nous venons de voir ici dans une classe. Nous allons créer une classe MainWindow, qui pourrait s'appeler DuduleWindow, peu importe, qui hérite de QWidget. On hérite de QWidget pourquoi? Pour avoir facile à écrire et pas nécessairement à devoir créer un QWidget ici. Puisqu'on hérite de QWidget, les méthodes, on va en hériter également. On va d'abord hériter de la classe de base et de son constructeur. On va hériter de toutes les méthodes de QWidget, c'est-à-dire setWindowTitle, resize et move. Nous allons créer un constructeur et puis nous allons de nouveau créer
une application que nous exécuterons tout à la fin ici, et puis nous allons instancier notre classe, nous allons créer une instance de notre classe, main est égal à main window, créer l'instance d'une main window en appelant le constructeur de la classe main window, qui lui-même fera appel au constructeur de la classe de la superclasse. Et puis nous utiliserons le show qui nous permet de visualiser la fenêtre. Voilà comment on va créer une classe main window qui va pouvoir être réutilisée. Ici, je ne crée qu'une seule instance de main window. Je pourrais en créer plusieurs. J'aurai la fenêtre qui se duplique autant de fois que je le veux, avec les mêmes propriétés, puisque je ne passe aucune propriété dans le constructeur, mais j'aurais pu lui passer, par exemple, la taille, le déplacement, le titre, etc. Voyons un peu plus loin, nous allons utiliser notre classe MainWindow, qui dérive toujours de QWidget, dont le constructeur appelle le constructeur de la classe de base. Ça, c'est acquis. Nous allons créer des éléments visuels que nous allons disposer sur notre fenêtre. D'abord, un QLabel, c'est-à-dire une simple zone de texte, un QPushButton, un bouton, et un QLineEdit, une zone de texte éditable. Vous pouvez voir que nous déplaçons simplement les éléments. Après les avoir créés, nous les déplaçons à certains endroits. Et puisqu'ils sont créés dans la fenêtre, à l'aide du mot-clé self que l'on passe en paramètre, qui est le parent du QLabel qu'on est en train de faire, il va pouvoir être positionné au bon emplacement. Vous voyez que je fais appel aux méthodes move, c'est une chose. Ici, pour la zone d'édition, je vais lui mettre du texte dedans à l'aide du setText. Je déclare de nouveau mon QApplication que je vais exécuter avec le app.exec et entre les deux, je vais créer l'instance de ma fenêtre que je vais afficher avec la méthode show. Il est possible d'utiliser des layouts particuliers, par exemple une grille de positionnement où on va pouvoir aller mettre nos différents éléments à différentes positions de lignes et de colonnes et d'utiliser plus d'une colonne pour un des contrôles par exemple. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'utilisation des grilles de positionnement. Il en existe différentes sortes. Ici, c'est vraiment une grille qui est divisée en lignes et colonnes. Nous avons une grille plutôt verticale et une grille plutôt horizontale qui ne sont pas divisées en lignes et colonnes, mais qui sont plutôt une espèce de stack, une espèce de pile où on va empiler des contrôles, soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Ici, nous allons combiner les layouts, un horizontal, un vertical. Étudions un premier widget, qui est la liste d'éléments, donc que l'on peut voir apparaître ici. Imaginons que vous ayez envie de faire part à l'utilisateur d'un certain nombre d'événements qui se produisent au sein de votre application, par exemple démarrage du moteur, erreur, réception d'un tick ou quelque chose comme ça. Vous pourriez avoir envie de mettre ça dans une fenêtre et notamment dans une liste d'éléments. Nous avons toujours notre main window qui crée notre fenêtre avec un titre, etc. Et puis nous allons créer un widget, QListWidget, qui prend en paramètre self pour que l'on sache que la fenêtre est propriétaire de la liste. Nous allons ici, dans une boucle, ajouter 6 éléments dans la liste en faisant un addItem. Et à chaque fois, on ajoute un élément, on les voit apparaître ici. Ensuite, nous allons ajouter une liste d'éléments. Donc, imaginons que vous ayez une liste de chaînes de caractères, vous pouvez très bien faire un addItems, alors, là il y a un S, attention, pour pouvoir les afficher. Et puis, si vous voulez réceptionner, pouvoir utiliser l'élément sur lequel on a cliqué, vous pourriez utiliser le Selected Item. D'autres widgets, nous avons la checkbox. Je vous montre comment on peut créer une checkbox et initialiser son état pour qu'elle soit validée. Nous créons une checkbox avec du texte, ce qui permet de l'afficher ici. Ensuite, nous allons utiliser la méthode setCheckState et une constante qui est checked, qtcore.qt.checked. Ça nous permet de dire que la case est validée.
une combo box, donc c'est une liste déroulante. Très simplement, on crée la combo box. Ensuite, on va lui ajouter des éléments. Et ici, on va ajouter une liste d'éléments. Au moment où j'appuie sur la combo box, je vais pouvoir sélectionner soit premier, deuxième ou troisième. Si je veux sélectionner un des éléments, par exemple le dernier, je vais sélectionner l'index, donc le nombre d'éléments moins 1. Et si je veux récupérer l'élément sur lequel je suis, je fais un current text et il m'affichera l'élément sur lequel j'ai cliqué. Une progress bar qui nous permet de faire un état d'avancement. Imaginons que nous ayons 60 à réaliser. Nous pourrions, à chaque étape de la boucle, faire évoluer la valeur pour la progress bar, donc le Q progress bar qui est ici, avec le set value, et nous verrions avancer notre barre de progression. Spinbox, alors ici nous avons un double spinbox, mais il existe le Q spinbox. Donc il y a deux classes différentes, le Q double spinbox et le Q spinbox. Le double spinbox, c'est pour des nombres décimaux, le Q spinbox pour des nombres entiers. Et nous allons lui proposer d'avoir un range de 0 à 100. Nous ne pourrons pas aller au-delà du 100 et nous ne pourrons pas aller en dessous du 0. Et puis nous pouvons initialiser une valeur par défaut qui est 75 et un pas de 0.5. À chaque fois que nous allons utiliser les petites flèches, on va incrémenter de 0.5 ou décrémenter de 0.5. Puis de nouveau, nous pouvons obtenir la valeur de la spinbox en faisant spinbox.value et il va nous renvoyer la valeur 76.5. Un bouton, ça c'est un élément un peu différent, c'est-à-dire en déclenchant un événement et une méthode. Nous créons notre bouton avec un QPushButton. Nous allons connecter l'événement click à la fonction CLO et nous allons connecter l'événement release à la fonction CLO également. Si j'appuie sur le bouton, nous aurons deux fois le texte button click hello qui va s'afficher. Un au moment où on enfonce le bouton, un au moment où on relâche le bouton. Donc si j'appuie ici, au moment où j'appuie, c'est le clic qui déclenche. Au moment où je lâche ma souris, c'est le release qui déclenche. On pourrait imaginer que si je reste appuyé sur le bouton, qu'une valeur s'incrémente. Et dès que je relâche le bouton, la valeur arrête de s'incrémenter. Le connect, je lui passe la méthode que je veux déclencher, c'est-à-dire CLO. Et regardez bien, je ne mets pas de parenthèse. Je lui dis simplement, c'est telle méthode que tu dois déclencher. Il est possible de passer des paramètres à la méthode CLO. Imaginons que j'ai des boutons qui fassent la même chose, qui vont déclarer la même fonction, mais avec un paramètre légèrement différent, comme bouton 1 ici et bouton 2 ici. Je pourrais passer par une méthode partielle. Attention, il faut pouvoir utiliser l'import ici, functools.partial. Imaginons que nous ayons une fenêtre disposée de la sorte et que nous ayons envie d'avoir 9 boutons qui font exactement la même chose au détail près qu'ils ont une valeur différente. Nous pourrions faire une boucle, une double boucle ici, pour pouvoir les positionner dans un grid layout où nous aurions un pushButton qui est instancié, une méthode addWidget qui va ajouter le widget à sa position row colonne, et puis nous allons connecter le bouton que nous venons de créer, donc l'instance. On va connecter le clic sur une méthode partielle, self.clo, qui prend en paramètre i qui est quoi? Qui est le numéro du bouton que l'on a créé, qui ira de 0 à 8. Au moment où je vais appuyer sur l'un de ces boutons, la valeur de i lui sera passée en paramètre, en entier, et je vais pouvoir le convertir en chaîne de caractères pour l'ajouter, soit ici, dans ma liste d'événements qui se sont produits, soit ici, je vais l'ajouter à la fin de ma textbox. Qt Designer, je vous ai déjà indiqué comment récupérer le designer.exe. Nous allons chercher sur User le nom de votre utilisateur, AppData, local, programme Python, la version de Python
que vous utilisez lib, seed package, PySciSeed et designer.exe. Le concepteur de fenêtre, le Qt designer, au moment où vous allez enregistrer votre fenêtre que vous avez designée, va enregistrer un fichier UI. Ce fichier, vous allez bien entendu le sauvegarder à l'endroit où vous voudriez le voir apparaître. Si vous avez un projet, enregistrez dans le répertoire du projet. À l'aide de la commande PySide 6 UIC, nous allons convertir le fichier mainWindow.ui, que j'aurais pu appeler dudulwindow.ui, en mainWindow.py. On va le convertir, ça ne veut pas dire que le fichier UI va disparaître. Nous allons créer une classe Python qui va instancier les différents éléments que l'on va pouvoir retrouver sur notre fenêtre. Alors attention, si vous essayez de l'exécuter à partir de Visual Studio Code, bien souvent, Visual Studio Code démarre un terminal en mode PowerShell et pas en mode CMD. Il vous faudra sélectionner CMD. Il est possible d'ajouter des icônes sur nos boutons, qu'au moment où vous allez enregistrer vos ressources dans le designer, il va vous créer un fichier QRC, main.qrc. Ce fichier sera enregistré au même endroit que votre fichier UI. Vous pourrez utiliser la commande PySciSys-rcc exactement de la même façon que la commande UIC pour pouvoir convertir votre fichier ressources en fichier ressources Python. Comment se présente le designer? Nous avons la boîte à outils, une zone de conception où on va pouvoir faire du drag and drop de composants dans la zone de conception. Nous avons l'arbre des composants. Si je sélectionne un bouton, par exemple, ou la fenêtre principale, les propriétés, l'éditeur de propriétés va changer pour être en phase avec ce qui est sélectionné, c'est-à-dire ici la main window, et nous allons pouvoir modifier ces propriétés. Et puis nous aurons un gestionnaire de ressources si on veut ajouter des icônes, etc. Je vous propose de systématiquement renommer vos composants. Vous déposez un composant ou même votre fenêtre, ici c'est la fenêtre que l'on va renommer. Ici je la nomme main window. Vous pourriez la mettre, lui donner n'importe quel autre nom, motor window, dudul window, peu importe. Et vous allez faire pareil avec l'ensemble de vos composants. Pourquoi? Parce que quand vous aurez 50 composants sur votre fenêtre, si vous ne donnez pas un nom qui veut dire quelque chose, par exemple alarm button, qui est ici, qui est le QPush button, on ne voit pas l'entièreté du nom, mais c'est alarm button et alarm edit. Donc on a le bouton ici et la zone d'édition ici. Et bien vous n'y retrouverez pas. Et quand vous allez même devoir les utiliser dans le code Python, ce sera la galère également. On enregistre la fenêtre en haut format UI. Si on ouvre le format UI, nous allons voir que c'est de l'XML. D'ailleurs, c'est le premier terme qui apparaît dans le fichier UI, c'est de l'XML. Et c'est de l'XML qui décrit l'ensemble de notre fenêtre. Tout ce qu'on est allé placer sur notre fenêtre. Mais bon, ce n'est pas quelque chose d'intéressant à aller ouvrir. Mais sachez simplement que c'est du format XML. Quand nous aurons effectué la commande PySciSys-UIC, main form, alors main window, dudul form, dudul dialog, peu importe, on va positionner ça dans un fichier qu'on va systématiquement appeler ui_mainform.py. Pourquoi? Parce que la conversion va systématiquement rajouter le ui_ devant le main window. Faites attention, c'est un fichier autogénéré, on ne va pas le modifier. Il n'est pas autoportant, on ne sait rien faire avec cette classe-là, on ne peut pas afficher simplement une fenêtre en utilisant que ça, il va falloir faire autre chose. Lisez bien le warning qui est ici, tout changement fait dans ce fichier pourrait être perdu au moment de la recompilation du fichier UI, c'est-à-dire que si on relance cette commande-ci, toute modification que vous auriez faite ici va être perdue, donc on évite de faire des modifications ici, on va dans le designer, c'est beaucoup plus facile. Même chose pour le fichier de ressources, dans mon exemple, j'ai utilisé des icônes, les icônes vont être converties en code Python à l'aide de la commande PySide-6-rcc, convertir le fichier ressources, et puis il faudra à un moment donné faire un import main_rc, qui est le fichier dans lequel on va retrouver nos informations. Nous avons maintenant un fichier qui s'appelle ui_mainwindow.py que nous allons importer. Nous importons le fichier.
Dans le fichier, on va retrouver notre classe UI main window qui dérive de object, donc elle ne dérive pas de QWidget. C'est à nous qu'il appartient maintenant de définir une classe que je vais nommer main window puisque nous l'avions nommée UI main window. On va la nommer main window pour avoir facile de s'y retrouver, pas mettre différents noms. Et elle va hériter de QMain window d'une part et de UI main window d'autre part. UI main window pourquoi? Pour qu'on puisse appeler la méthode setupUI qui est la méthode qui est définie dans notre classe, qui a été générée par la commande setupUI. Dans un premier temps, dans le constructeur de ma nouvelle classe, je vais appeler le constructeur de la classe de base, c'est-à-dire QMainWindow. Je lui passe des paramètres. Maintenant, nous faisons appel à setUI. setUI qui va créer l'ensemble de nos contrôles. Tant que nous n'aurons pas appelé cette méthode-ci, nous ne pouvons pas utiliser les éléments qui se trouvent sur notre fenêtre. Ensuite, nous pourrons alors faire un self.alarmbutton_preset.connect. Nous allons connecter notre bouton alarme à quoi? À une méthode qui s'appelle onAlarmButton, c'est-à-dire au moment où on appuie sur le bouton, qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir écrire dans l'edit box qui est ici, le texte Hello World. Au moment où je clique sur le bouton, le texte apparaît. Vous pouvez utiliser des message box pour avertir l'utilisateur que vous quittez l'application et qui doit peut-être sauver l'application ou que sais-je moi. Donc des petites message box, vous avez l'habitude d'en voir. Et il y a tout un ensemble de paramètres qu'il est assez simple de faire apparaître une fenêtre de warning avec un qmessagebooks.warning, self pour qu'il puisse savoir qui est son parent, my application qui est le titre de la fenêtre, le message que vous voulez fournir, et puis vous pouvez lui passer des boutons, le bouton save, le bouton discard, le bouton cancel, et lui dire quel bouton doit être activé par défaut. Et regardez ici, il est possible d'utiliser le qmessagebox.about, .critical, .information, .question et .warning. Il y aura des comportements et des visuels légèrement différents. Et puis, en fonction du message de retour de la message box, vous allez pouvoir savoir si on a cliqué sur le bouton Save, Discard ou Cancel. Donc, ce sont les boutons que j'ai demandé qui apparaissent ici. Il existe d'autres fenêtres de dialogue qui sont accessibles, comme le QFile Dialog qui permet d'ouvrir un fichier ou enregistrer un fichier, une font dialogue, progress dialogue, le QColor dialogue qui permet de faire un pick-up sur une couleur et des input dialogue. Nous allons dès à présent procéder à une démonstration rapide qui nous permettra de créer une fenêtre, d'instancier le comportement d'un bouton, et puis nous allons modifier la fenêtre, régénérer la fenêtre et modifier de nouveau le comportement de celle-ci. Nous allons d'abord commencer par créer un répertoire. J'ai un répertoire Qt ici, je vais créer un nouveau répertoire. Et c'est ici que je vais enregistrer mes différents fichiers. Pour commencer, je vais ouvrir Qt Designer, je me rends dans mon répertoire data. Si je regarde cuser admin app data, alors attention, on remonte d'un répertoire puisque on doit être dans le répertoire local. Je vous renvoie au slide pour que vous puissiez voir qu'on est bien dans le répertoire local, programme, Python 3.11, c'est ça que j'ai installé, lib, site package, PySide 6, et enfin, j'ai le designer. Pour avoir facile, vous pouvez faire clic droit, envoyer vers, et puis sur le bureau pour créer un raccourci. Vous pourrez comme ça facilement redémarrer le designer sans devoir vous balader dans les répertoires. Puisque j'y suis, je vais lancer le designer. Mon designer a démarré. Je vais créer une main window
ou dialogue, voilà, sans bouton. Je vais mettre sur ma fenêtre de dialogue deux choses. Je vais mettre un push button et je vais lui mettre une zone d'édition de texte. Je vais renommer ma fenêtre démo dialogue. Ici, je vais changer le nom de mon push button hello button. Je vais mettre une minuscule. Tac. Je vais aller modifier son texte pour ne pas que ce soit push button tout court ici. Et je vais lui mettre que c'est hello. Et puis je vais modifier également le QLine Edit qui est actuellement line edit et je vais également lui dire que c'est hello line edit. J'ai modifié ma fenêtre, je vais l'enregistrer. Je l'enregistre où? Eh bien, où j'ai créé mon répertoire, dans le répertoire démo. Je vais lui dire que ma fenêtre est démo dialogue. Enregistré, je mets dialogue pour qu'on sache que c'est une fenêtre de dialogue et pas une main window. Vous pourriez ne pas le spécifier, ça fonctionnerait également. Je vais maintenant ouvrir une invite de commande. L'invite de commande a démarré. Elle se trouve dans le répertoire user admin, mais ce n'est pas là que moi j'ai créé mon répertoire. Il se trouve dans user admin, OneDrive, All, HEPL, Technique Info, Qt, Démo. Je vais donc faire un copier de la barre d'adresse et je vais faire un change directory, CTRL-V, et je change de répertoire. Maintenant, si j'exécute la commande dir qui me permet de lister ce qu'il y a dans mon répertoire, j'ai bien un demodialog.ui, c'est ce que l'on voit ici, et maintenant, je vais faire appel à la commande py-side6-uic qui me permet de convertir ma demodialog.ui en quoi? En demodialog.py. Et je l'exécute. La commande qui a été effectuée ici, donc la partie de cette commande-ci, on demande simplement au processus py-side6-uic de convertir le demodialog.ui et de rediriger le contenu de ce qui sort vers un fichier texte. Si j'exécutais cette commande-ci sans lui demander de redirection vers le fichier texte qui est demodialog.py, que va-t-il faire? Il va simplement me sortir à l'écran ce que j'attends, c'est-à-dire la conversion en fichier Python. Et on peut voir qu'il m'a créé une classe que j'ai le setup UI. Revenons dans notre répertoire. Eh bien, on a le fichier demodialog.py qui est créé. Maintenant, je vais ouvrir un répertoire à partir de Visual Studio Code. J'ai maintenant deux fichiers. Le fichier .py, qui est une classe qui dérive de objets. On ne peut pas afficher une classe à l'aide de ceci. On ne sait pas afficher, pardon, une fenêtre à l'aide de ce simple fichier. Il faut créer un fichier supplémentaire. Je vais renommer mon fichier, puisque j'ai oublié, et je vais l'appeler ui_demodialog.py. Comme ça, le fichier correspondra au nom de la classe. J'aurais dû, au moment de la génération, lui demander ui_demodialog.py. Si je lui demande de le faire, il va simplement mettre à jour le fichier. Il ne met rien à jour puisqu'il était déjà comme ça, mais si j'avais fait des modifications dans le fichier UI, il me les aurait présentés. Maintenant, je vais créer une nouvelle classe, un nouveau fichier demodialog.py. C'est ici que je vais mettre l'intelligence de ma fenêtre. Dans un premier temps, je vais importer PySide. Je vais également importer l'UI que je viens de créer, donc la classe qui est ici. Nous allons maintenant définir un constructeur. Ici, nous allons mettre demodialog. On va lui passer l'instance de notre classe. On va récupérer de notre QApplication, nous allons récupérer deux paramètres. Boum.
Ici, nous avons créé une application, une QApplication, et nous allons l'exécuter. Mais attention, il nous faut encore passer par quelques petites étapes pour pouvoir visualiser nos composants sur notre fenêtre. Nous devons faire appel à la méthode setupUI en lui passant l'instance de notre classe. Et puis nous allons devoir instancier notre classe. Demo est égal à demo dialog. Donc on crée une instance de notre nouvelle classe et nous allons faire un demo.show pour l'afficher. Si nous exécutons ceci, nous allons voir apparaître notre fenêtre qui, pour l'instant, elle ne fait rien. Elle a un bouton, une zone d'édition. Maintenant, que peut-on faire? Nous pouvons connecter notre bouton que nous avons appelé Hello Push Button, l'événement Pressed, le connect, et nous allons le connecter à quoi? À une méthode que nous allons appeler c'est Hello pour dire bonjour. La méthode, il faut bien entendu la déclarer. Que va faire la méthode? Elle va utiliser le Hello Line Edit pour pouvoir initialiser le texte, cet texte, et que va-t-on lui dire? Bonjour, PySide 6. Je vais exécuter maintenant ce nouveau code. Si j'appuie sur le bouton, bonjour PySide 6, nous avons bien connecté l'événement press du bouton, donc sur la méthode CLO, et qui dit à la line edit box de dire bonjour. Imaginons maintenant que nous ajoutions un composant. Nous allons ajouter par exemple une spinbox et nous allons ajouter un LCD number par exemple. Nous allons les renommer. Nous enregistrons notre nouvelle fenêtre avec les modifications que nous avons apportées. Il ne faut pas oublier évidemment de régénérer le fichier .py. Si nous allons jeter un œil dans le fichier qui vient d'être généré, on a un peu plus de choses. On a un Hello Spinbox et un Hello LCD Number qui ont apparu. Donc ce fichier-ci, vous pouvez jeter un œil dedans, mais généralement, vous n'avez pas à aller y faire fouiller, juste peut-être pour vous souvenir de comment vous avez nommé un élément. Nous allons ici modifier le Hello Spinbox pour qu'il déclenche un événement. Et l'événement, c'est l'événement Value Change. Et nous allons également le connecter. Le connecter à quoi? À une méthode que nous allons appeler HelloChange. Voilà, comme ça on reste dans le thème. Nous définissons cette nouvelle méthode qui va faire quoi? Qui va être déclenchée à chaque fois que nous appuierons sur un des boutons de la Spinbox. Pas oublier le self qui est très important. Que va-t-on faire avec ceci? On va simplement faire un self.helloSpinbox. On va faire appel à value, qui est la méthode qui permet de récupérer la valeur de la Spinbox, que nous allons placer dans une variable v. Et que va-t-on faire avec cette variable v? Nous allons faire un self.helloLCDNumber.display. On va afficher v. Si je l'exécute, mon bouton fonctionne toujours. Maintenant, je clique ici et j'ai bien une modification de ma Spinbox. Vous voyez, l'élément est déclenché à chaque fois que j'appuie sur l'un des boutons. Voilà ce qui va conclure la petite démonstration sur la création d'une fenêtre